À vous qui nous suivez, chers téléspectateurs et auditeurs de Ralik, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Héritier Mpiana Pierre. Il est au cadre du parti MLC, Mouvement de Libération du Congo, et en même temps aussi secrétaire national et notable du Grand Kasaï, toujours dans le cadre du Mouvement de Libération du Congo. Bonjour, Monsieur Héritier Mpiana. Bonjour, Doudou Montsiri. Vous allez très bien? Oui, on est bien, grâce à Dieu. On est là, on respire et bien, ça va. Très bien. Alors, nous venons auprès de vous avoir votre réaction à chaud. Vous savez, la sortie médiatique de votre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, et en même temps ministre VPM Transport. Sur Top Congo, juste après son passage, il y a eu des réactions. Il y a d'abord des partis politiques qui ont réagi, et pourquoi pas aussi d'autres détracteurs hein, de tout ce qu'il a dit comme, dirais-je, la vérité. Cette vérité contredit par bon nombre de personnes. Alors vous, en tant qu'au cadre du parti, quelle est votre réaction? Quel est votre point de vue? Est-ce votre président national a menti? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à tous les téléspectateurs de votre chaîne qui nous suivent en ce moment. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de l'invitation que vous m'avez lancée pour échanger avec mes compatriotes sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays et plus particulièrement à l'Est. Laquelle situation fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de commentaires, surtout après cette sortie médiatique de notre président, le président national du Mouvement de Libération du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous savez, cette sortie médiatique du président Jean-Pierre Bemba, moi, je l'ai qualifiée d'une sortie héroïque. Pourquoi héroïque? Une sortie héroïque parce que il a dit à travers cette émission ce que les Congolais attendaient, ce que les Congolais pensaient, mais surtout ce que les Congolais voulaient voir se réaliser depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vais y revenir, notamment en ce qui concerne les réactions sporadiques et même négatives de certaines personnalités, de certaines personnes, membres de la classe politique congolaise, qui aujourd'hui se caractérisent par une incompréhension notoire de la quintessence même des propos du VPM Jean-Pierre Bemba. D'abord, je voudrais rappeler ici que c'est depuis plus d'une année que Bunagana n'est pas sous contrôle du gouvernement congolais. C'est depuis plus d'une année qu'il y a eu des atrocités dans les territoires de Rutshuru, Nirangongo, Massissi. Depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, la guerre dans notre pays a fait plus d'1 million de morts. Et c'est depuis le mois de janvier de cette année que la ville de Goma est déconnectée du reste de la République démocratique du Congo. Et l'année de même avec la ville de Bukavu. Moi, personnellement, j'ai reçu certains compatriotes ici, à Kinshasa, venant de Bukavu. Mais pour arriver à Kinshasa, ils sont obligatoirement obligés de passer par les Rwandais. Vous êtes à Goma, vous voulez aller à Kinshasa, vous devez à tout prix passer par Kigali. Vous vous rendez compte dans quelle situation nous vivons? Vous vous rendez compte
Dans quel contexte nos compatriotes vivent aujourd'hui à l'est du pays? Pour ceux qui sont à Bukavu, vous ne pouvez pas vous réveiller à 6 heures du matin. Si vous vous réveillez à 6 heures du matin, sachez que vous vous exposez à la mort. C'est comme si ils sont dans un autre monde. C'est incroyable ce qui se passe. La preuve en est que les parents se sont arrangés, les parents se sont organisés avec les responsables des écoles. Désormais, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, les cours commencent à 8 heures au lieu de 7 heures du matin comme d'habitude. Pourquoi? Parce que les enfants ne peuvent pas se réveiller tôt, de peur à s'exposer à des tueries même ciblées. Il y a des compatriotes qui ont vu l'air bien ravis par M. Nanga et ses complices. Il y a des compatriotes aujourd'hui qui se sont vus coupés de leur famille. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui sont poussées par leurs intérêts mesquins qui veulent mettre le pays dans les chaos. Nous avons assisté à des discours, des menaces même vis-à-vis du chef de l'État, des menaces vis-à-vis des institutions du pays, de la part de M. Nanga, instrumentalisé par M. Kabila et M. Kagame. Et ça, c'est connu de tout le monde. M. Nanga a dit à travers un message, demandant au chef de l'État s'il attendait combien de morts pour accepter finalement de dialoguer. Comme si la vie humaine pouvait être bradée. Comme si la vie humaine pouvait être utilisée comme une contrepartie pour un quelconque dialogue. C'est inacceptable quand même. C'est inacceptable. Mais aujourd'hui aussi, qu'est-ce que nos frères et sœurs qui sont à Goma ne subissent pas comme peine, comme difficulté? On les impose aujourd'hui des taxes unilatérales. On les impose aujourd'hui une vie dont on ne sait même pas comment qualifier. Et ce sont des choses inacceptables. Eh bien, voilà pourquoi le président Jean-Pierre Bemba ne pouvant pas supporter cette peine, comme moi-même je n'arrive pas à le supporter. J'ai des frères qui sont à Goma. J'ai des frères qui sont à Bukavu. J'ai des frères qui sont à Butembo, à Beni, mais qui ne peuvent plus se rendre des visites. Qui n'ont pas des connexions au réseau bancaire, qui ont du mal même à s'acheter des crédits pour recharger leur téléphone. Et tout ça à cause de la volonté de quelques individus, parmi lesquels M. Kabila, M. Nanga et M. Kagame. Mais au lieu de dénoncer toutes ces personnes malveillantes, non, il y a certains politiciens, et même des politiciens en robe, qui ont choisi de faire les yeux doux à M. Nanga, faire les yeux doux à M. Kabila, faire les yeux doux à M. Kagame, en leur rendant visite, sans tenir compte de la peine vécue par nos populations. C'est incroyable, c'est inacceptable. Et c'est dans cette situation que l'on nous a amenés depuis plus de 18 ans, plus de 20 ans aujourd'hui, depuis que M. Kabila a été au pouvoir. Il a infiltré l'armée, il a infiltré les services de sécurité, il a infiltré même d'autres services, tout simplement au profit de son pays d'origine, le Rwanda.
Pour ceux qui ne savent pas, nous avons tous suivi l'interview de M. Ngoï Mokena, qui a dit, je cite, lorsqu'il était gouverneur, on lui avait donné 3 missions. Mais la mission la plus importante, c'était de faire accepter Kabila auprès des Katangais. Ngoï Mokena l'a dit. Ça, ce ne sont pas les inventions du président Jean-Pierre Bemba. Il avait un travail. Ngoï Mokena, parce que c'est de lui que je parle, de chercher un nom à M. Kabila Kanambe, Hippolyte, qui a été finalement reconnu dans notre pays comme Joseph Kabila. Moi, j'ai vécu avec certains vrais fils de Mosé Laurent Désiré Kabila. J'ai rencontré plusieurs fois Emmanuel Kabila. Nous avons vu à travers ces pays Étienne Kabila. Nous avons vu dans cette ville d'autres fils, vrais fils de Mosé Laurent Désiré Kabila, qui ont confessé, qui ont dit clairement que Joseph Kabila n'était pas congolais. C'était un enfant adoptif de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et c'est un Rwandais. Et pourquoi aujourd'hui, on veut nous faire croire que, en disant ça, nous commettons le plus grand péché du monde? Pourquoi aujourd'hui on veut nous faire croire que, lorsque le 20e Jean-Pierre Bemba dit ça, il a offensé le monde entier? Quel péché a-t-il commis? Moi, je veux qu'on me le dise. Et ça va les jouer. Il y en a aujourd'hui, qui tuent et pillent les richesses de ces pays. La nationalité, c'est ça qui va résoudre la dénonciation faite par Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est ça qui va résoudre les problèmes que nous avons à l'est du pays. C'est ça aussi une question primordiale que les gens se posent. La vérité est dure, mais il faut qu'elle soit connue de tous. Il faut que l'on comprenne pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui. C'est parce que nous avons eu à la tête de ces pays un Rwandais qui a voulu utiliser la République démocratique du Congo comme son butin afin de nourrir son pays d'origine, le Rwanda. Et ça s'est connu de tout le monde. Il y a un parlementaire français qui l'a dit lors d'une réunion de l'Assemblée nationale en France. Et beaucoup d'autres ont écrit là-dessus. C'est ça la souffrance du Congo aujourd'hui. C'est pas parce que on a besoin d'un dialogue, on a besoin de mettre les Congolais ensemble, que l'on doit commencer à faire les jets doux à celui qui fait souffrir notre pays. Si aujourd'hui, les Congos souffrent, c'est parce que nous avons connu des gens comme M. Kabila. Si aujourd'hui, les Congos souffrent, c'est parce qu'on a connu des gens comme M. Nanga, un pantin qui est utilisé aujourd'hui au profit des Rwandais. Il faut que les Congolais sachent cela pour comprendre qui est qui et enfin se lever pour dire non à cette barbarie, pour dire non à cette situation difficile dans laquelle notre population est en train de passer. Alors, après son passage, il y avait le journaliste de Top Congo qui a essayé d'avoir des informations auprès des anciens gouverneurs de notre banque. Et ça a créé encore notre confusion à la tête des téléspectateurs et auditeurs, pourquoi pas aussi dans les réseaux sociaux. Le montant, Jean-Pierre Bemba m'avait dit, et l'argent qu'on devait à chaque fois envoyer au niveau de Rwanda, c'est le péché mensonge. C'est pas, quand vous avez suivi cela, en tant qu'au cas du parti, ça vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça ne m'a pas étonné. Parce que je sais que l'ancien gouverneur de la Banque centrale, c'était quelqu'un au service de M. Kanambe, M. Kabila. L'ancien gouverneur. Et tous ces vautours qui étaient autour de M. Kabila.
Leur rôle, c'était de piller ces pays, de faciliter les pillages de notre pays. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a mal travaillé, qui a facilité les vols de nos ressources naturelles, ne peut pas se lever aujourd'hui et accepter que moi, là, tel que je suis, j'avais volé. Il ne peut pas. Vous vous attendiez à quoi? Que ce soit l'ancien gouverneur, que ce soit les ministres même qui ont travaillé avec Kabila. Personne aujourd'hui ne se lèvera pour dire oui, tel a été le cas. Mais il y en a quand même courageux qui l'a dit, M. Willy Michiki. Il l'a confirmé. L'argent comme ça qui est passé au Rwanda ne passait pas par des voies légales. C'est l'argent qui était orienté vers le Rwanda via certains canaux, soit pour payer des contributions dans telle ou telle autre société, et c'est la dite société qui devait orienter l'argent vers le Rwanda. Ça a été dit dans les médias par des personnes courageuses telles que Willy Michiki. Voilà, nous allons d'abord vous laisser suivre Willy Michiki et revenir juste après. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et l'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Ruzizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de M. Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Voilà, juste après Willy Michiki, qui a clairement parlé et clairement démontré, noir sur blanc, je ne sais pas. Il y a aussi d'autres politiciens. Entre autres, Olivier Kamita. Lui qui a clairement dit que Bemba action passée. Je suis très mal à l'aise de parler de ce genre de personnes. Tout simplement parce que Olivier Kamitatou, que j'ai connu moi, au sein du mouvement de libération du Congo, c'était un homme respectueux. Tout simplement parce que Jean-Pierre Bemba lui avait accordé la possibilité d'avoir une certaine dignité. Et depuis qu'il a quitté l'MLC, Olivier Kamitatou n'est semblable qu'à un papier. Il ne pèse plus, M. Kamitatou. Je me souviens, je l'ai rencontré une fois dans les Hauts-Katanga. Son travail, c'était de transporter la mallette de quelqu'un pour qui il roule aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom. Olivier Kamitatou, c'est quelqu'un qui a une mémoire courte. Parce qu'il a été nourri, élevé par la bonté de Jean-Pierre Bemba, de sa famille. Je ne vais pas parler de tous ces aspects-là. Mais je voudrais qu'il me regarde en face. Et qu'il retourne un peu en arrière. Et qu'il nous dise d'où il vient. Et cela le servira davantage. Avant de critiquer Jean-Pierre Bemba. Comme qui dirait, on ne sait jamais un arbre qui t'a nourri. Il devait tout simplement comprendre que Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, c'est une machine politique. C'est lui qui l'a formé pour qu'il devienne ce qu'il est, pour qu'il soit connu dans ce pays. Figurez-vous, depuis que Jean-Pierre Bemba avait fait de lui président de l'Assemblée nationale, après avoir quitté le MLC, il a certainement été remercié par Kabila en devenant ministre dans un gouvernement. Et depuis lors, qu'est-ce qu'il est devenu? Rien du tout. Il est rien, il ne représente rien. Il est incapable de se faire élire ici en République démocratique du Congo, M. Kamitatou. Eh ben, il n'a qu'à continuer à son rôle de Tchakou, là où il est,
Mais en tout cas, je vous dis, Kamitat aujourd'hui ne représente rien pour la population congolaise. Juste après, il y a aussi l'église catholique, la Saint-Co, qui s'est senti lésé par le propos de Jean-Pierre Bemba et l'église, la Saint-Co, qui pense qu'après la sortie de ces pays, comme si il a complètement changé. J'ai suivi la déclaration de la SEMCO signée par Monseigneur Fulgence Moteba, pour qui j'ai beaucoup de considération. Et dans cette déclaration, nulle part, j'ai vu la SEMCO démentir tout ce que le président Jean-Pierre Bemba avait dit. Je n'ai pas vu là où la SEMCO dit n'avoir pas été prise en charge par Kagame. Je n'ai pas vu là où la SEMCO atteste n'avoir pas bénéficié de l'apport de Kagame pour une audience auprès du président français. C'est ce que j'aurais voulu que la SEMCO nous dise. Et encore faudrait-il que nous puissions tous le rappeler pendant que les M23 pillaient et tuaient nos frères à Goma. Les prêtres catholiques et leurs amis de l'ECC ont été bel et bien reçus. D'abord à Goma, sur les tapis rouges par M. Nanga, et ensuite à Kigali. Et il est connu de tout le monde aujourd'hui que le cardinal n'a jamais sympathisé avec les gouvernements en place. Pourquoi? Non, mais c'est un opposant. On sait que le cardinal, c'est un opposant. Et il entraîne par ricochet tous ceux qui sont derrière lui dans cet élan. C'est pas surprenant pour nous. Je ne veux pas, moi, me permettre de l'appeler comme un politicien insoutenable, mais je note tout simplement que, au-delà des efforts et des prouesses qui ont été réalisées par le président de la République et son gouvernement en faveur du pays, l'Église catholique n'a jamais, je dis bien jamais, reconnu quoi que ce soit. Au-delà du fait que ce gouvernement a financé l'Église catholique pour la reconstruction des écoles, pour la prise en charge des enseignants, et dans bien d'autres cas, même lui, y compris lui-même, le cardinal, a bénéficié d'une manière ou d'une autre l'appui du gouvernement de la République. Et c'est avec raison, nous le savons. Parce qu'au-delà des appuis que ces églises reçoivent du gouvernement congolais, ils ont aussi d'autres parrains. Ils ont aussi d'autres financiers qui les appuient. Et la meilleure façon de justifier les appuis financiers qu'ils reçoivent, ça et là, c'est de s'attaquer au gouvernement pour avoir la sympathie de leurs financiers. Et ça, c'est clair. Et c'est une analyse très simple. C'est comme les ONG internationales qui, parfois, viennent ici, qui savent que si nous ne tirons pas sur les gouvernements, nous n'aurons pas de financement. Et c'est pareil aussi avec certains princes des églises que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Alors, le vivre ensemble collectif que les évêques, l'Église catholique réclament à SEMCO, la cohésion nationale, les dialogues, c'est comme si Jean-Pierre Bemba, ça m'oppose. Comment peut-on parler de la cohésion nationale tant que aujourd'hui à Goma, il y a toujours des tueries? Aujourd'hui à Bukavu, on continue à tuer et à piller. Mais où est le péché de Jean-Pierre Bemba lorsqu'il dénonce ceux qui pillent et tuent dans notre pays? Si les princes des églises étaient forts, la première chose à faire, c'était de convaincre Nanga, Kabila et Kagame d'arrêter avec des tueries dans notre pays. C'est depuis le mois de janvier, février qu'ils ont été à Goma. Est-ce qu'ils peuvent me dire, ils peuvent nous dire aujourd'hui, ils peuvent dire aujourd'hui aux Congolais quels ont été les résultats de tous ces voyages
et qui ont pris en charge de ces voyages? À Goma, à Kigali et partout ailleurs dans le monde. Qui a pris en charge? Est-ce qu'on peut me le dire aujourd'hui? Vous ne croyez plus à qui? Est-ce que moi, Vous ne croyez plus à qui? est-ce que moi, aujourd'hui, quelqu'un peut entrer dans ma maison, tuer mon frère, tuer ma mère. Après, moi, je quitte pour aller voir cette personne-là, pour lui demander de faire la paix avec moi. Il faut que la personne reconnaisse d'abord son tort. Et vous ne croyez plus à l'Église, apparemment. En tout cas, aujourd'hui, seulement le Seigneur Jésus-Christ peut nous inspirer confiance. Et les princes des églises aujourd'hui, ce sont des humains, et nous comprenons qu'ils peuvent trébucher. Alors, le rapport, Et c'est sur cette voie-là qu'ils sont. le rapport de l'IGF attestant le détournement de 25 millions de dollars à 5 euros. Nous attendons également la justification de tous ces fonds dont a bénéficié l'Église catholique, les églises de réveil et bien d'autres personnes venant du gouvernement. Nous attendons parce que là, c'est l'IGF qui démontre noir sur blanc qu'il y a eu détournement. Ce n'est plus des inventions. C'est clair, nous attendons qu'on puisse nous prouver les contraires à travers des justificatifs, mais aussi à travers des réalisations sur terrain. Alors, d'autres vont plus loin jusqu'à appliquer la nationalité Jean-Pierre Bemba. Il y a des politiciens qui ont vécu en dehors du pays, que moi je connais bien, qui parfois ont même une double nationalité. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est l'un des rares politiciens congolais qui a vécu dans plusieurs pays au monde, mais qui n'a jamais reçu une double nationalité. Je l'ai dit en connaissance des causes. Il est là. Quiconque peut mener des investigations. Vous allez vous rendre compte que il peut avoir une résidence dans tel autre pays, mais il n'a jamais, je dis bien au grand jamais, ni changé de nationalité, ni obtenu une double nationalité. C'est qui prouve en suffisance les 100 Congolais, les 20 Congolais qu'il y a en son sein. Pour ceux qui se permettent aujourd'hui de naviguer dans tous les sens pour le traiter de tous les mots, je voudrais, s'il vous plaît, vous dire que allez trouver la faute ailleurs, mais pas chez Jean-Pierre Bemba. Je voudrais qu'on me dise aujourd'hui, qu'a-t-il fait pour mériter tout ceci? Ceux qui sont à l'origine du problème aujourd'hui sont connus. Ceux qui sont à l'origine de la situation à Goma, Bukavu, Lubero, Rutshuru, Masisi, sont connus. C'est notamment Kabila aujourd'hui qui a choisi pour résidence à Goma, là où se trouvent ses poulains, comme lui-même est parrain du M23. Il a trouvé bon d'aller à Goma et de rester là-bas. Pourquoi il n'a pas commencé par Kisangani? C'est là la question de tout le monde. Il était en dehors du pays. D'abord, il a commencé par décevoir les gens dans son discours. Un discours teinté de mensonges et de l'hypocrisie. Un discours qui n'avait rien de réaliste. Si réellement il était vrai, pourquoi n'a-t-il pas dénoncé les agresseurs de notre pays, dont les Rwandais? Si réellement tous ceux qui parlent là sont vrais, nous attendons leur déclaration qu'ils dénoncent les Rwandais. Que ce soit les princes de l'église, que ce soit M. Kabila ou même tous ceux qui sont autour de lui. Pourquoi n'arrive-t-il pas à dénoncer ceux qui tuent et pillent dans notre pays? J'ai vu avant-hier une image où un jeune homme n'avait rien entre ses mains. Il s'est même agenouillé pour demander pardon à ces militaires rwandais.
qui n'a trouvé bon que de tirer sur les pauvres garçons. Sur place, il est mort. On a vu ces images. C'est écœurant. Je vous dis, c'est insupportable. Parfois, on a envie de pleurer, mais en fin de compte, ça révolte. Et c'est sur les sentiments de révolte que Jean-Pierre Bemba s'est permis de dénoncer toutes ces personnes. En commençant par les complices, mais aussi ceux qui tuent et pillent la voie dans notre pays. De sortie, que nous puissions avoir la paix durable. La voie de sortie, la véritable voie de sortie, cette crise. La première véritable voie de sortie, c'est celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est question que les Congolais prennent conscience de leur destin. Et c'est ce que le VPM Jean-Pierre Bemba a fait. Il a réveillé la conscience du Congolais que nous sommes. Pour que nous comprenions d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Pour que nous comprenions pourquoi cette situation nous arrive et que nous sachions comment prendre en charge notre propre destin. Et l'autre voie de sortie, c'est que ceux qui ont décidé d'être complices de nos agresseurs, ils doivent prendre l'engagement de cesser tout simplement. Et de revenir à la raison. C'est là que nous sortirons forts. C'est là que nous serons respectés. Mais tant que ces agresseurs viennent et trouvent parmi nous des complices, des gens qui acceptent de comploter avec eux pour les pillages et la destruction de l'essence même du nationalisme, l'essence même du patriotisme de notre pays, on n'avancera pas. On parlera du dialogue, les gens se retrouveront, mais après on reviendra toujours à la même case de départ. Monsieur... Et cela ne sera pas avantageux pour les pays et pour la nation tout entière. Mais je voudrais ici en profiter pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les prouesses qui ont été réalisées sur le plan diplomatique. Et c'est devant ce genre de responsabilités que l'on peut arriver à mettre fin définitivement à la situation de l'Est. Les dialogues, combien de fois nous avons déjà eu des dialogues dans notre pays? Je ne dis pas que les Congolais ne peuvent pas parler. Oui, les Congolais peuvent parler. Mais il faut éviter d'abord l'hypocrisie. On ne peut pas aujourd'hui comploter avec l'agresseur, après venir demain solliciter les dialogues. Non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas, en même temps, vous soutenez l'agresseur et en même temps, vous demandez les dialogues. Ça n'a pas de sens. Nous avons connu plusieurs dialogues dans notre pays. Déjà, à partir de Sun City, on a dialogué. Mais parce qu'il y avait l'hypocrisie, on a accepté d'abord ce qui était RCD, qui est devenu CNDP, M23, Codeco, et tous ces groupuscules-là, qui n'ont comme objectif que le pillage des ressources naturelles de la RDC. Et la meilleure façon de piller pour eux, c'est d'abord commencer par tuer les Congolais. Après Sun City, on nous a imposé les mixages, brassages et toutes ces situations pour infiltrer nos services de sécurité, infiltrer notre armée. Je me souviens, il y a eu, avec lui-même, M. Kabila, lorsque la situation allait se dégrader, il y a eu des concertations que lui-même avait organisées. Ça produit quoi? Rien que le partage des postes, et on est revenu sur la même case de départ. Après les concertations, il y a eu les dialogues de la Saint-Sylvestre. Teinté toujours de l'hypocrisie. Ça a donné quel résultat? Les résultats des élections ont été contestés. Et comment nous pouvons aller de dialogue en dialogue, de pourparler en pourparler, de réunion en réunion, sans que nous puissions nous faire un examen de conscience pour savoir
ce qui ne va pas réellement. Moi, je pense, à mon humble avis, que l'on mettra fin définitivement à cette situation si nous sortons de l'hypocrisie. Si nous extirpons de notre système les traîtres, Oui. et même les comploteurs. Aujourd'hui, Goma ne serait pas tombé si nos services n'étaient pas infiltrés. Mais qui ont infiltré nos services? Qui ont facilité aujourd'hui que nos frères et sœurs soient tués à Goma? Je vais vous dire, monsieur, que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 5000 morts. La ville de Goma a enregistré plus de 1200, 1300 morts. Bukavu, n'en parlons pas. On continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé d'une tuerie qui a eu dernièrement, que moi-même j'ai vécu. Doit-on, parce que nous voulons les dialogues, continuer à accepter ce genre de traitement en tant que Congolais? Mais non, on doit se dire la vérité en face. Ceux qui y ont comploté doivent d'abord se résigner. Ils doivent d'abord sortir de leur bourbier en refusant de comploter avec l'ennemi, en mettant fin à l'agression de notre pays. Et c'est là que nous aurons un vrai dialogue. Très bien. Alors, M. Kenjalapia, nous finissons avec notre entretien en posant la question, parce que vous êtes aussi du travail ici, au ministère d'État, ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dites-nous un peu les problèmes que nous sommes en train de vivre ces derniers temps sur le plan climatique. Pendant la saison sèche, il continue à pleuvoir. Et tu as quoi ces phénomènes? Je crois l'avoir déjà expliqué plusieurs fois dans différentes émissions où j'ai longuement épilogué sur cette problématique du dérèglement climatique. Comme vous le savez, l'activité humaine est aujourd'hui à la base de la hausse des températures au niveau mondial. D'abord, il y a l'industrialisation. Il y a, lorsque vous regardez aujourd'hui dans la cartographie, la couche d'ozone est à peu près 35 km de la Terre. La couche d'ozone, c'est cette couche qui permet de filtrer les rayons ultraviolets qui viennent du soleil, afin que ça ne puisse pas piquer sur la Terre. Mais malheureusement, lorsque vous regardez aujourd'hui à travers le monde, rien que dans le secteur de l'aviation, au moment où l'on parle, il y a plus de 12 000 avions en train de circuler à travers le monde. Et ces avions-là dégagent de la chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui détruit la couche d'ozone, faisant en sorte que les rayons qui étaient filtrés ne puissent pas avoir assez de filtrage et directement la Terre est réchauffée. Ça crée un dérèglement climatique. Je l'ai dit plusieurs fois, mais les conséquences, c'est que nous avons même des saisons qui connaissent le problème. Perturbation des saisons. Et je me souviens, à Kinshasa, nous sommes habitués à voir la saison sèche déjà à partir du 10 mai. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au 20 juin. Non, c'est le 16 juin aujourd'hui, et il ne fait que pleuvoir. Vous comprenez que nous vivons un véritable dérèglement climatique. Dans certains pays tels qu'aux États-Unis, il y a eu des inondations, il y a eu des incendies, qui ont fait que des villes comme Californie a failli être décimées en un clin d'œil. Vous avez vu dernièrement, Dubaï était complètement sous les eaux. En France, n'en parlons pas, en Belgique, il y a eu des inondations. Tout ça, ce sont les conséquences du dérèglement climatique. Ce n'est pas un problème qui dépend du ministère de l'Environnement, ce n'est pas un problème qui dépend du gouvernement de la République, mais c'est tout simplement les conséquences de l'activité humaine à outrance aujourd'hui. La meilleure solution, aujourd'hui, c'est la solution basée sur la nature. Notre pays
est béni parce que nous avons des potentialités qui constituent aujourd'hui des solutions vis-à-vis de ces dérèglements climatiques. Nous avons des forêts qui sont capables de séquestrer les gaz à effet de serre. Nous avons des tourbières. Nous avons des mangroves. Là, ce sont des solutions. Mais ces solutions ne suffisent pas. Nous devons continuer à fournir des efforts. Nous devons planter les arbres, chacun dans sa parcelle, là où nous vivons. Nous devons éviter la déforestation. Mais en même temps, voilà que je profite de cette occasion pour présenter des félicitations, des vives félicitations même à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a porté haut l'étendard de la RDC à travers le monde, dans des plaidoyers pour demander une compensation équitable à nos ressources naturelles que nous avons, à nos forêts. Vous allez dire aux populations de Bassankoussou, de Bafouassende, de Monkoto, de ne pas couper les bois alors qu'ils se nourrissent de ça. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils gagnent? Eh bien, voilà pourquoi nous avons commencé à enregistrer d'une manière ou d'une autre quelques ressources en termes de paiements pour les services environnementaux, mais aussi des paiements dans le cadre des crédits carbone. Ça, ce sont des compensations. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore réussi à ces moyens. C'est pourquoi les combats doivent continuer. En sorte que, dans les jours qui viennent, notre pays puisse bénéficier des financements équivalents aux ressources que nous avons, qui continuent à séquestrer les gaz à effet de serre émis par le monde entier. Voilà, merci Monsieur Ritem Pianapierre, nous allons boucler, parce qu'on n'aura plus le temps. Peut-être aujourd'hui c'est le 16, dans 14 jours, 65e anniversaire, RD Congo. Deux petites questions et réponses peut-être courtes aussi, pour gagner du temps. Et vous suivez certains sur la 50 pour l'indépendance, l'Église, les politiques, en fait les partis politiques ont facilité les choses dans les sens de l'avancement ou ont bloqué l'épanouissement et l'évolution du développement de notre pays. L'Église, je pense qu'il y a deux secteurs, en fait, d'abord les politiciens et les hommes, les religieux, en un mot. Très humblement, je crois que 65 ans après l'indépendance de notre pays, les uns et les autres n'ont pas joué efficacement leur rôle. Que ce soit l'Église, que ce soit la société civile, et même les acteurs politiques. Tout simplement parce que nous nous sommes laissés manipuler par les pilleurs et les avilisseurs de notre pays. Voilà pourquoi la célébration de l'indépendance du pays cette année devait se faire dans une véritable méditation. Pour savoir quelle est la situation du pays aujourd'hui, quelle a été la situation du pays hier et quel sera l'état de la nation congolaise demain. J'étais en train de parler tantôt de Dubaï. En 1950, la ville de Kinshasa était plus belle que la ville de Dubaï. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez Dubaï et Kinshasa, c'est le jour et la nuit. Ça doit nous interpeller. Les Congolais devaient se sentir interpellés. Voilà pourquoi nous devons soutenir les efforts du gouvernement de la République, les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui malheureusement a été trahi. Je dis bien, il a été trahi par certains Congolais qui ont choisi de faire les jeux de l'ennemi. Or, avec l'élan déjà amorcé par Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, l'espoir était permis pour notre pays. Et l'espoir est encore permis parce que nous tenons encore sur les deux pieds et que nous avons la possibilité de nous relever. Oui, la bonne personne, c'est celle qui tombe
après ses relèves. Voilà mon appel aux Congolais, partout où ils sont. L'avenir de ce pays est entre nos mains. Je voudrais ici féliciter certains compatriotes qui, même après avoir évolué ailleurs dans d'autres pays, ont décidé de rentrer aux racines. Je vois ici le professeur Bélé qui a fabriqué Okapi, avec lesquels nous venons de lancer officiellement les travaux de l'installation d'une usine d'assemblage et d'installation de ces appareils dans notre pays. Il y a beaucoup d'autres Congolais également qui n'ont jamais choisi d'investir ailleurs et qui ont choisi de le faire ici dans notre pays. Voilà, c'est le sentiment qui doit animer tous les Congolais. Voilà ce qui doit conduire les Congolais à se comporter comme des véritables patriotes. 65 ans après, nous devons nous sentir interpellés. Surtout la jeunesse. Parce que c'est aujourd'hui la jeunesse qui représente l'avenir de demain. Très bien. Nous vous remercions, M. Héritier Piana-Pierre, qui est au cadre du mouvement de libération du Congo et aussi notable dans les grands Kasaï, toujours dans le cadre du mouvement de libération du Congo, et en même temps du Kaba, ici, ministère d'État, ministère de l'Environnement et du Développement durable, Maman Bazaïba s'en occupe, en fait, c'est elle qui pilote. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à Moron Djambé, merci à Georges Dibengue, merci à Bruno Zinga, Christian Anjolo, Moses. À la prochaine. Ciao. Vous nous vous êtes.